Impact Magazine a le plaisir de recevoir aujourd'hui Brian Baker, le fils de Joséphine Baker. Joséphine, votre mère fera son entrée au Panthéon le 30 novembre 2021, une reconnaissance posthume que la France lui fait pour les services rendus et pour son art. Qu'est-ce que cela représente pour vous en particulier et pour la tribu Arc-en-Ciel? Pour notre famille, d'abord, il y a eu une énorme surprise de voir qu'il y avait un mouvement et une campagne pour l'entrée de ma mère au Panthéon. Depuis, nous avons suivi ce mouvement, mais surtout depuis l'annonce pour toute la famille et moi-même, c'est évidemment de la fierté et de l'émotion de voir que notre mère, ses engagements, son idéalisme et sa générosité ont été, comment dirais-je, vont être honorés officiellement par toute la nation française. Elle a dénommé sa famille la tribu Arc-en-Ciel parce qu'on y retrouvait des enfants adoptés de différentes nations et races. Quel regard avait cette tribu sur le racisme et l'antisémitisme du vivant de Joséphine Baker et aujourd'hui, après sa mort? Le regard a-t-il changé? Alors, quand on était enfant ou même adolescent, nous avons vécu des fois des situations où on se moquait de certains de nos frères de couleur, ou alors indiens, ou le japonais, ou même d'ailleurs le tout blond finlandais était aussi moqué des fois tellement il était blond. Donc, on se défendait, nous, car on était une grande famille avec beaucoup de garçons. Donc, après, personne ne se moquait trop de nous et de notre tribu. Et notre mère, à un moment donné, a décidé que comme à l'école, il pouvait y avoir quelques moqueries, elle avait décidé pendant un moment donné, pendant 2 ans, que nous suivions les cours au château et que nous arrêtions l'école. Bon, après, elle s'est quand même rendue compte que ça n'était quand même pas le meilleur choix possible pour notre éducation ou nos études, et pour elle, c'était important. Donc, on est retourné après à l'école. Et maintenant, en tant qu'adulte, nous voyons que les problèmes dont elle parlait et l'exemple qu'elle voulait montrer avec notre tribu sont toujours d'actualité. Donc, il y a autant, sinon plus, de racisme ou d'antisémitisme. En plus, maintenant, il y a des problèmes aussi d'intégrisme, de communautarisme aussi, des fois, sans parler évidemment des problèmes d'homophobie, vous voyez, des problèmes de sexisme. Bon, ça c'est encore parallèle, mais ça fait partie du racisme aussi. Donc, maintenant, on peut dire que ma mère et ses engagements sont vraiment toujours d'actualité. Notre tribu est une tribu unie, donc elle voulait démontrer qu'en élevant des enfants de toutes les origines, de toutes les races, de tous les continents, ou toute religion, on pouvait très bien vivre ensemble. Et là, elle l'a vécu son vivant, elle nous a vus très unis et solidaires. Et maintenant, elle se dirait, bon, ben, ça n'est pas terminé. Et comme c'était une femme qui était très énergique, elle aurait dit, il faut continuer tous ces combats et engagements contre toutes formes de racisme, de rejet, d'intolérance. Et elle continuerait sûrement ces conférences, car en dehors de faire des galas, elle faisait beaucoup de Et conférences. quelles sont les valeurs qu'elle vous a inculquées pour que, même après sa mort, vous restiez unis? Elle nous a pas vraiment inculqué de valeurs, elle nous a élevés ensemble et elle a pensé qu'en étant élevés ensemble, en jouant ensemble, en vivant ensemble, ce serait naturel, c'est-à-dire comme une famille normale, où on est donc proches, unis, solidaires. Donc, pour elle, il n'y avait pas de leçons à nous donner ou de principes à nous inculquer. La seule chose qu'elle nous inculquait, parce qu'on était jeunes, enfants ou adolescents, c'était de faire nos études sérieusement et d'avoir de l'éducation. Elle disait, je veux que vous sachiez vous servir d'un stylo plus tard et non pas d'un couteau. Maintenant, quant à
votre universalité et votre fraternité, elle sera naturelle. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, on n'a jamais vraiment discuté de cela, ni avec notre mère, ni entre nous. C'était au fur et à mesure du temps passant, nous étions, en grandissant, eh bien, unis par le fait que nous vivions comme une tribu. Mais les enfants que vous étiez se posaient quand même des questions par rapport à la différence de couleur dans votre famille. Oui, mais ça, c'est quand on était petit. Mhm. Et notre mère nous expliquait, voilà, mais voilà, sur la planète, il y a différents pays, différents continents, avec différentes couleurs, mais aussi différentes traditions, coutumes, différentes religions. C'est normal. Et d'ailleurs, elle nous disait, on va tous voyager ensemble dans tous ces pays qui sont hors de la France pour que vous réalisiez d'où vous venez, même si maintenant vous êtes français et éduqué en France. Donc, avec tous ces voyages, on a appris et compris beaucoup de choses et on posait beaucoup moins de questions. Mhm. Le château des Mille Landes où vous avez vécu a traduit la vision de la tribu arc-en-ciel chère à votre mère. Les déboires financiers ont conduit à sa perte. Comment la tribu arc-en-ciel a-t-elle vécu l'après-château? Eh bien, la tribu arc-en-ciel a plutôt bien vécu l'après-château. Le départ a été difficile, mais surtout pour ma mère et pour les adultes autour d'elle qui vivaient avec nous au château. Donc, sa sœur Margaret, mon oncle Elmo. Mon père, lui, était déjà séparé de ma mère, non pas divorcé, mais séparé, donc il n'était pas là. Pour mes grands frères, c'était un peu difficile. Pour les plus petits, moins difficile parce qu'en fait, nous avons quitté le château dans des conditions pas faciles, mais en fait, on savait qu'on allait se diriger sur Paris. Et pour nous, les plus jeunes en tout cas, Paris, c'était donc la ville lumière, la ville des cinémas, la ville des grands magasins, des restaurants. Donc, quelque part, c'était triste de partir des Milan, mais c'était aussi une grande joie d'aller vivre à Paris et ensuite, après Paris, à Monaco. Et Monaco, fait avec la princesse Grace de Monaco, qui était amie à votre mère. Quelle relation gardez-vous aujourd'hui avec la principauté? Eh bien, nous sommes toujours très liés. Moi-même, j'ai été en classe avec le prince Albert. Nous avons évidemment connu, quand nous étions adolescents, aussi la princesse Caroline et la princesse Stéphanie. Mhm. Et puis, évidemment, la princesse Grace de Monaco, ainsi que le prince Régnier. Mais je dois dire que c'est plus la princesse Grace de Monaco qui était liée avec ma mère et qui par la suite a aidé ma mère, notamment pour s'installer tout près de Monaco, avec une grande villa que ma mère pouvait donc occuper les premiers temps gratuitement. Ensuite, quand ma mère a eu, disons, une carrière qui remontait et qu'elle a à nouveau gagné de l'argent, elle a racheté cette villa. Et c'est grâce à l'aide de la princesse Grace de Monaco, qui d'ailleurs par la suite s'est aussi occupée de certains membres de la famille, les plus jeunes, après la mort de ma mère. En fait, elle a fait un peu comme si elle était notre marraine ou notre tante. Mhm. Et bon, mon père est revenu s'occuper de la famille aussi, mais la princesse Grace a été très, très, très présente. Et actuellement, vu ce qui a lié la princesse Grace et ma mère avec la famille de princière de Monaco, nous avons comme une forme de, je dirais, de liens amicaux et familiaux même, et même familiaux. Maintenant, je voulais rajouter que la princesse Grace de Monaco après Brigitte Bardot, qui avait lancé un appel à la télévision Mhm. pour que les gens, les Français, achètent les disques de ma mère, car sinon, c'était la perte totale des Milandes. Mhm. Brigitte Bardot qui a fait un appel au journal télévisé de 8 heures du soir. Ça a permis à ma mère de gagner 5 ans de plus, malgré déjà ses problèmes financiers. Mhm. Ensuite, ça a été plus tard, une fois que malheureusement ma mère a tout perdu car elle n'était pas une bonne gestionnaire. Elle avait beaucoup d'idées, beaucoup d'idéaux, mais elle n'était pas douée pour. Et puis elle donnait, elle était trop généreuse. Ouais. Bon, après,
Après Paris, quand on est allé à Monaco, la princesse Grace, qui ne connaissait pas ma mère, tout comme d'ailleurs Brigitte Bardot ne connaissait pas personnellement ma mère, lui a proposé de venir s'installer parce que elle l'avait vue plusieurs années auparavant, dans les années 50, au Stork Club de New York. Ma mère a protesté car elle et ses amis n'étaient pas servis dans ce lieu très chic. Alors, ils n'ont pas été refusés à l'entrée, mais on ne les servait pas. Ma mère a fait un scandale, elle a appelé la police, elle a appelé des avocats, elle a appelé une association noire très célèbre qui est la NCAAP Oh, yeah. pour les droits. Yeah. Voilà. Et la princesse Grâce de Monaco, à l'époque, n'était pas princesse. Elle était actrice. Elle s'appelait Grace Kelly. Yeah. Elle était encore jeune. Mm-hmm. Elle était présente car c'était un endroit où il y avait beaucoup d'acteurs, d'actrices, un endroit très chic. Et elle a vu tout cela à une autre table. Elle n'est pas intervenue car elle ne connaissait pas ma mère, mais elle a trouvé que ma mère avait eu beaucoup de courage. Et par la suite, quand elle a su que nous étions partis que ma mère avait tout perdu au Milan et que nous étions installés à Paris, elle a proposé à ma mère de venir d'abord avec notre famille en vacances, invitée pendant un mois, l'été. Et ensuite, une fois qu'elles se sont connues, elle lui a proposé de vivre juste à côté de la principauté de Monaco, mais en lui disant, voilà, j'ai vu votre courage et votre engagement à l'époque. Mm-hmm. Moi, je n'ai pas osé intervenir. J'étais jeune et bon, ça ne me regardait pas tout à fait. Mais vraiment, maintenant, si je peux vous aider, je vais le faire car je trouve que vous êtes une femme admirable et courageuse. Et à partir de là, ça a été le début de leur amitié. Intéressant. 46 ans après la mort de votre mère, qu'est-ce qui reste d'elle en vous? Nous, il reste finalement les souvenirs d'une maman très protectrice, d'une maman aussi qui pouvait être, comment dirais-je, très ferme sur l'éducation et les études. Une maman qui n'a jamais voulu parler de son passé ni de sa carrière artistique, ou très peu. Elle nous a emmenés des fois à des galas, mais le moins souvent possible, c'est quand elle était un peu obligée. Elle ne voulait d'ailleurs pas que nous devenions artistes. C'est un monde, un univers et des métiers trop aléatoires où la chance et le destin jouent beaucoup trop. Elle nous disait, moi, j'ai eu de la chance à un bon moment donné de ma vie, mais j'ai connu beaucoup de talents et de génies aux États-Unis ou en France qui n'ont jamais réussi alors qu'ils étaient plus talentueux que moi et même certains étaient des génies. Donc, c'est un milieu et des métiers que je ne veux pas que vous fassiez car je ne veux pas que vous soyez, comment dirais-je, malheureux. Donc, on va garder tout cela d'elle et aussi ces exemples d'engagement lorsqu'elle a fait des conférences, des fois avec nous. Et puis, évidemment, on va toujours garder en tête son énergie et sa générosité. Alors, avec nous, c'était un peu normal, mais avec tous les gens autour de nous, c'est ce qu'on gardera le plus. Parce que ces engagements et ces idéaux, quand on était jeune, on ne s'en rendait pas tellement compte. Maintenant, on s'en rend compte évidemment, mais comme pour nous-mêmes, ça paraît naturel, on retient plus la maman et la femme généreuse finalement. Mais sa réticence à voir ses enfants devenir artistes et tout ça ne l'a pas emporté sur votre passion, parce qu'aujourd'hui, vous êtes comédien. Oui, mais je suis l'exception. C'est-à-dire que tous mes autres frères et sœurs font des métiers que ma mère aurait souhaité et voulu. Donc, dans l'hôtellerie, dans la médecine, du côté du droit, l'un de mes frères est inspecteur des impôts, dans la restauration, dans la banque, dans les assurances. Voilà, ça pour elle, c'était des métiers solides. Et finalement, elle a quand même pratiquement réussi, puisqu'il n'y en a qu'un seul et encore, pour moi, elle souhaitait que je devienne journaliste. À côté de mon métier, à côté de mon métier de comédien,
je fais de temps à autre ce qu'on appelle en France des piges, Ouais, c'est-à-dire par-ci par-là, ouais. un article ou un reportage, Mhm. ou des fois j'ai participé à des documentaires. Donc, il y a encore, j'ai même travaillé pour le plus grand journal de sport français qui s'appelle L'Équipe, parce que je suis un passionné de sport. Ma Mhm. mère voulait d'ailleurs que je sois journaliste sportif. Et j'ai travaillé avec l'équipe tout de même. Donc, d'une certaine manière, j'ai un peu fait ce qu'elle souhaitait, Ouais. mais de notre côté, j'ai aussi été bifurqué vers le monde artistique. Et qu'est-ce qu'on peut retenir dans ce domaine de la comédie? Alors, on ne va pas retenir beaucoup de choses, car j'ai tourné dans beaucoup de téléfilms, mais jamais de premier rôle. D'ailleurs, à l'époque où j'ai commencé avec mon type, moi je suis d'origine berbère d'Algérie. Mhm. Quand j'ai commencé à 20 ans, il n'y avait pas de rôle. Dans les années fin 70, début 80, il y avait un peu, mais toujours quelques rôles, mais très peu, pour Mhm. jouer l'arabe ou le berbère ou alors le terroriste iranien, mais Ouais. assez peu de rôles. Donc j'arrivais à travailler plus au théâtre et donc avec des metteurs en scène très intéressants et Mhm. aussi dans le doublage. En anglais, on dit le voice-over. Ouais. Et ce que je continue à faire. Donc, je ne peux pas dire que j'ai fait une grande carrière d'acteur. En tout cas, ça n'est pas du tout comparable à la carrière de ma mère. Mais Mhm. c'est la vie. Elle nous avait bien dit, c'est pas facile. Et déjà, si vous vivez de votre métier d'artiste, c'est déjà très bien, sans parler de devenir une vedette ou une star. Ouais. Et donc voilà. Et maintenant, je continue, mais surtout encore un peu des tournages, mais pour le moment pas de grand rôle, toujours pas. Mhm. Et le voice-over, c'est-à-dire le doublage film. Ouais, je vois. La France reconnaît le travail de votre mère aujourd'hui et avec son entrée au Panthéon. Cela suffit-il? Comment auriez-vous aimé que votre mère soit reconnue? Moi, je dis que jusque-là, il y avait déjà eu quand même pas mal de choses, c'est-à-dire pour la mémoire de ma mère. C'est-à-dire que depuis sa mort, il y a eu au moins une vingtaine, si ce n'est pas plus, de livres sur sa vie. Alors, livres français, américains, anglais, Mhm. allemands. Il y a eu beaucoup de films documentaires, français, allemands, américains, anglais. Il y a eu un téléfilm HBO, il y a 30 ans, qui s'appelle Joséphine Baker Story. Il y a eu plein d'émissions radio, plein d'articles en France et à l'étranger. Déjà, c'était pas si mal pour sa mémoire. Et maintenant, il va y avoir 3 projets de films à nouveau. Alors, un film documentaire, un film, une série d'animation pour les enfants et les parents, et un biopic à nouveau, un peu comparable à celui de HBO. Euh, Maintenant, c'est déjà aussi beaucoup, sans parler de nouvelles émissions télévisées, radio et de nouveaux articles. Mais le Panthéon, c'est, comment dirais-je, en France, c'est quand même un lieu culte Mhm. où ne peuvent entrer que les gens qui ont servi la France et qui sont des exemples pour la nation. Donc, moi, je dis que cette entrée en Panthéon, on appelle ça des fois en France la cerise sur le gâteau, Mhm. mais là, c'est une très grosse cerise, Mhm. et même une cerise qui est plus grosse que le gâteau. Donc, je pense que on ne peut pas faire mieux et plus, sachant qu'il y a des rues Joséphine Baker partout en France et à Paris en banlieue, des places Joséphine Baker, des écoles Joséphine Baker, des centres culturels de Joséphine Baker. Mhm. C'est une reconnaissance qui est venue avec le temps, après sa mort, de plus en plus importante. Et maintenant, on en arrive à un événement non seulement national, mais même international, puisque par rapport au Panthéon, Mhm. plusieurs pays en dehors de la France, c'est un Ouais. événement considérable en France, et plusieurs pays étrangers, plusieurs radios, télé et journaux étrangers
Même la Pravda en Russie a fait un article, l'organe officiel russe, c'est international. Voilà. Donc, on ne peut pas demander plus. Je crois que ma mère est maintenant à sa place, une place dans l'éternité pour la France, mais aussi dans le monde. Quels sont les grands noms qu'on pourrait voir au Panthéon pour accompagner votre mère à faire son entrée? Écoutez, pour le moment, nous ne savons pas exactement qui va venir. Il est probable que le prince Albert et la famille princière de Monaco soient présents. Il est probable qu'il y ait des ministres français, même du passé, mais ce sont des noms connus en France, pas à l'étranger. Par exemple, Jack Lang, qui a été ministre de la Culture plusieurs fois sous Mitterrand. Il y aura des chanteurs et des artistes français, mais connus en France, comme Lynn Renaud, probablement, comme Fabienne Thiebaud, qui est une chanteuse canadienne québécoise, qui vit en France. Il peut y avoir aussi Laurent Voulzy, qui est une grande vedette en France, des intellectuels comme Pascal Bruckner, comme l'académicien Pascal Horry. Maintenant, au niveau plus international, il est possible, mais on ne sait pas pour le moment, qu'il peut y avoir des surprises, par exemple, venant des États-Unis. Alors, pourquoi pas imaginer monsieur ou madame Obama? Pourquoi pas imaginer madame Kamala Harris? Le président lui-même des États-Unis? Bon, ça n'est quand même pas sûr tout cela. Mais il est possible aussi qu'il y ait des artistes américains célèbres qui viennent, notamment, je pense à Harry Belafonte, qui a bien connu ma mère. Bon, maintenant, il est très âgé. Mais, évidemment, je pense aussi à Rihanna et à Beyoncé, parce qu'elles ont fait plusieurs fois dans leur spectacle, ainsi que Madonna d'ailleurs, référence à ma mère. Maintenant, qui va vraiment venir des États-Unis, on ne sait toujours pas. Et même pour la France ou l'Europe, ou le Japon, où ma mère était aussi très célèbre, ou en Amérique du Sud, où il y a le roi du Maroc qui nous a envoyé un mot de félicitations. Donc on va voir, car c'est maintenant l'État français qui va organiser, avec la famille, cette cérémonie. Donc voilà, il y aura sûrement, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il y aura pratiquement sûrement la famille princière de Monaco pour commencer. Intéressant. Vraiment un plaisir de vous avoir, Brian Becker. Qu'est-ce que vous direz à ceux qui n'ont pas connu votre mère, cette jeunesse d'aujourd'hui, pour décrire son travail et sa lutte, son militantisme, son activisme? Comment pouvez-vous introduire votre mère à cette nouvelle génération? Eh bien, ma mère, je pourrais imaginer ce qu'elle pourrait dire aux nouvelles générations, à celles actuelles et à venir. Ce serait sûrement de dire, écoutez, il est possible de vivre tous ensemble. C'est possible, mais pour cela, ça commence, puisque je l'ai démontré avec ma tribu Arc-en-Ciel, c'est possible. Mais ça commence par d'abord de l'éducation. Donc, il faut que les parents aiment et s'occupent de leurs enfants et les éduquent bien, parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas éduqués. Il y a des enfants qui sont éduqués, mais mal. Par exemple, dans le rejet de l'autre. Par exemple, des parents communautaristes ou intégristes vont éduquer leurs enfants dans la mauvaise direction. Donc, elle dirait, c'est possible. Ça passe par l'éducation. Elle insisterait aussi probablement sur les études, mais surtout l'éducation, de vivre ensemble, de vivre en tribu arc-en-ciel généralisée, pas seulement la famille Bouillon-Becker, mais en France et ailleurs dans le monde, c'est possible, avec aussi peut-être plus d'égalité ou de solidarité par rapport à certaines familles qui sont dans la difficulté. Il faut aider, il faut être solidaire, mais tout est possible et si on est éduqué ensemble et élevé ensemble dans la fraternité, il n'y a plus de problème de racisme, d'antisémitisme, d'intégrisme ou de communautarisme, et ni même d'homophobie ou de sexisme, ni même de terrorisme non plus. Donc voilà, il dirait c'est possible, mes enfants, et on va le faire.
J'ai été engagé toute ma vie là-dedans. J'ai même été activiste. Je ne me suis pas découragé. J'ai eu des problèmes partout, même dans mon propre pays, où aux États-Unis, on l'a considéré, le FBI et la CIA avaient fait un dossier sur elle en tant qu'activiste noire et donc par déduction, plus ou moins communiste également. Ouais. Donc, à surveiller. Et donc, on lui a empêché par moment de revenir aux États-Unis. Eh bien, ça ne l'a pas découragé de continuer. Donc, elle dirait, il vous faut aussi, en dehors de l'éducation et du vivre ensemble, il faut aussi du courage par moment. Oui, il a été soupçonné d'être communiste par l'Amérique à cause de ses entrées auprès de Fidel Castro. Qu'est-ce qui est resté de cette amitié aujourd'hui? Est-ce que le Cuba sera aussi représenté à l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon? Alors, ma mère nous a emmenés à Cuba avec elle. Elle n'était pas à 100% communiste. Elle disait que l'idée communiste était la plus belle idée au monde, que pour elle, Jésus-Christ était le premier des communistes, et elle-même était croyante en Jésus-Christ. Elle disait c'est la plus belle idée au monde, mais ce que les hommes et les États ont fait de cette belle idée, malheureusement, ils en ont fait le plus souvent des dictatures. Ça n'empêche qu'elle trouvait que certains pays communistes, dont Cuba, s'occupaient bien des enfants, de leur scolarité, de leur santé, du fait que les enfants étaient élevés en fraternité de toutes les couleurs, notamment à Cuba. Donc, elle nous y a emmenés. On a vu le président Castro à l'époque, moi j'avais 12 ans. Depuis, les liens sont gardés parce que, par exemple, il y a une vingtaine d'années, Cuba a voulu rendre hommage à ma mère et inviter la famille, bien après la mort de ma mère, donc, a invité officiellement la famille à célébrer cet hommage. Alors, on peut dire que Cuba, il y a toujours un lien. Par contre, on ne sait pas s'il y aura officiellement des membres du gouvernement cubain. Ça, on ne sait pas du tout. Et puis, n'oublions pas que ma mère a été accusée de communisme parce qu'elle avait rencontré Castro à Cuba, mais aussi parce que, en tant qu'activiste, notamment pro Martin Luther King, elle avait malgré tout rencontré des Black Panthers, Angela Davis, et que les Black Panthers ou Angela Davis étaient non seulement considérés par le FBI ou la CIA comme des activistes noirs, mais aussi comme des communistes, comme des dangereux agitateurs, non seulement pour la cause noire, mais aussi politiquement. Et elle les a rencontrés, même si elle était plus proche de Martin Luther King, elle a compris aussi, d'une certaine façon, le combat un peu plus violent, notamment des Black Panthers, et les engagements très fermes d'Angela Davis. Par contre, je ne crois pas qu'elle ait rencontré Malcolm X, mais même si elle l'avait rencontré, je pense qu'elle lui aurait dit, je comprends d'une certaine manière votre combat, mais je préfère être aux côtés de Martin Luther King. Intéressant. Merci beaucoup, Brian Baker, d'avoir accepté cette invitation, de nous avoir accordé de votre temps. Je vous en prie.